Oui, bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Mon nom est Germain Royer, je suis agent d'éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. J'ai une présentation en fait qui va nous permettre de supporter mon propos ce matin. Ça ne sera pas très long. Et voilà. Avisez-moi, tout est sous contrôle. Super. Écoutez, ce que je présente ce matin, en fait, c'est les droits et le recours à la CDPDJ en cas d'exploitation ou de maltraitance d'une personne vulnérable. Donc, l'objectif est quand même relativement simple. On n'a pas beaucoup de temps ensemble ce matin. J'ai beaucoup de contenu. Donc, première des choses, juste vous aviser que la présentation sera disponible en format PDF pour accompagner le webinaire. Vous pourrez vous y référer et éventuellement aussi consulter le site web de la commission. Les coordonnées seront affichées. Première chose que je veux, c'est, bon, on peut parler évidemment d'exploitation, c'est quoi le recours à la commission, mais avant de comprendre qu'est-ce que le recours à la commission, il faut peut-être comprendre les notions clés là, qui sont relatives à l'exploitation et à la maltraitance au regard de la Charte des droits et libertés du Québec. Et dans un deuxième temps, on va essayer de comprendre le rôle, le recours et le fonctionnement de la Commission des droits de la personne en matière de lutte à l'exploitation et de la maltraitance des personnes vulnérables. Et je fais attention parce que ce matin, vous savez, on parle beaucoup d'aînés. Dans la terminologie, nous, ce qui va nous intéresser, on parle vraiment, quand on parle d'exploitation, on parle de la personne vulnérable. C'est en quelque sorte, j'y viendrai, mais le concept est quand même important à comprendre ce matin. Rapidement, un rapide retour là, sur ce qu'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Vous rappelez que notre mandat à la Commission est dans un premier temps de voir à la promotion et au respect des droits qui sont énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Vous savez, il y a la Charte canadienne, on en parlera plus tard, ça fera l'objet d'un autre webinaire, mais aujourd'hui, on parle vraiment du recours qui est prévu en vertu de la Charte québécoise. La Commission a aussi un mandat en lien avec la loi sur la protection de la jeunesse et la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et les adolescentes. Nous ne sommes pas la direction de la protection de la jeunesse, ne pas confondre, mais il est tout à fait possible. La Commission a pour mandat de voir évidemment la promotion des droits et aussi de recevoir des demandes d'intervention lorsque les droits d'un enfant seraient lésés. Elle voit aussi à l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics, ce qu'on appelle communément les programmes d'accès à l'égalité. Donc, c'est aussi la Commission qui a ce mandat-là. Plus précisément, dans nos services, ce que la Commission fait de façon globale et générale, on fait de la formation, des activités de coopération. On peut recevoir, et c'est ce qui va, on va y mettre un peu plus l'emphase ce matin, des plaintes, des enquêtes. Elle peut faire de la médiation, de la représentation judiciaire lorsqu'évidemment un droit pour lequel elle a compétence est atteint. Évidemment, elle peut intervenir en faisant des recherches, des publications et le service conseil en matière d'accommodement raisonnable. Et j'en ai parlé précédemment, elle aussi, elle voit la supervision et la mise sur pied des programmes d'accès à l'égalité. Mais, petit rappel, la commission, on dit, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme public qui a été créé justement en vertu de la charte. Donc, la charte prévoit la création d'une commission. Bref, rappel, la charte est adoptée depuis 1975, est en vigueur depuis 1976. Bien important, dans le cadre législatif, on dit que c'est une loi fondamentale qui a un statut quasi constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que légalement, tout le cadre législatif québécois doit tenir compte de la charte. Évidemment, vous savez, en temps de COVID, il y a beaucoup de discussions qui ont été mises de l'avant et ça a remis justement, en fait, la question des droits fondamentaux de l'avant et ça a permis, d'une certaine façon, de remettre un peu, de faire connaître aux gens la charte parce que plein de gens confondent la charte souvent avec des instruments de droits internationaux alors qu'il ne faut pas oublier que la charte est une loi au Québec. Et la charte, qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, elle garantit des droits pour toutes les personnes qui sont au Québec. Je vais dans le vif du sujet et je vais faire un petit peu un effet entonnoir là, ce matin, c'est-à-dire
On vous parlait d'exploitation, on vous parlait de maltraitance. D'une part, on va commencer peut-être avec ce qui est plus large, hein. On va parler un peu de la maltraitance. Ce que nous dit, évidemment, c'est qu'actuellement, la population des 65 ans et plus au Québec est d'à peu près 1,7 million. J'ai arrondi, mais très brièvement. Et si on recule là, déjà de 2, 3 ans, on est en 2019, l'Institut de la statistique avait fait une enquête et on disait que dans le sondage qu'on avait fait, il y avait 78 900 personnes aînées vivant à domicile et capables de répondre qui avaient dit qu'ils avaient été touchés par l'un ou l'autre des types de maltraitance. Là, évidemment, quand on parle de type de maltraitance, on peut parler de maltraitance physique, de négligence, de maltraitance financière, de mauvais soins. Et là, si vous voyez la petite image, moi je dis souvent que c'est la pointe de l'iceberg. Si vous calculez évidemment qu'il y a à peu près 1,7 million d'aînés au Québec, et c'est probablement déjà un peu plus, dites-vous une chose, les gens qui ont répondu au sondage, ils étaient en majorité en capacité de répondre. Et on s'entend très bien que la maltraitance arrive lorsqu'une personne n'est pas nécessairement en mesure de répondre. Donc, on dit souvent que c'est la pointe de l'iceberg et ces statistiques-là, évidemment, ne sont qu'une faible, peut-être, en fait, on peut spéculer, une faible représentation du phénomène de la maltraitance chez les aînés. L'Organisation mondiale de la santé avait fait une définition de ce qu'était la maltraitance et cette définition-là était en quelque sorte reprise là, à quelques modifications près par une loi qui était adoptée, ça fait environ 5 ans, qui est la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Donc, comment on définit la maltraitance? On dit que c'est un geste singulier ou répétitif, un défaut d'action approprié qui se produit dans une relation où normalement il devrait y avoir de la confiance et qui cause, intentionnellement ou non, du tort ou de la détresse à une personne. Donc, évidemment, les gestes du quotidien, les services, les soins qu'on ne donne pas à une personne qui normalement devrait en avoir besoin, ont pour effet de créer, en tout cas du moins d'initier ce qui pourrait être une situation de maltraitance. Et il y a une disposition particulière qui existe dans la Charte des droits qui est l'article 48 de la Charte. Bon, je vous mets le chiffre. Je vous mets le nom de l'article. Ce n'est pas ce qui est le plus important pour nous ce matin. Ce qui est important, c'est juste de savoir qu'il existe, en fait, dans la Charte des droits et libertés, une disposition particulière qui est unique en son genre, en quelque sorte, qui interdit, en fait, l'exploitation. En fait, le libellé dit qu'est-ce qu'on dit? On dit que toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Ça, c'est la partie pour laquelle la Commission a un mandat et pour lequel elle peut intervenir. Évidemment, la Charte des droits, il existe, évidemment, ce n'est pas que l'exploitation, il existe plusieurs dispositions, mais nous, la compétence qu'on a pour enquêter relève directement du premier alinéa. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce que je viens de vous expliquer. C'est sûr qu'il découle d'autres principes, et qu'est-ce que dit aussi la Charte, c'est que telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. Après ça, la question qu'on va se poser, bien évidemment, je vous ai parlé de la maltraitance, je vous ai parlé de l'exploitation, et pour comprendre le recours à la commission, il faut comprendre qu'on a compétence pour ce qui touche uniquement l'exploitation. Donc, et là, ça crée souvent une confusion, c'est-à-dire lorsque vous prenez en fait la maltraitance, c'est la famille qui est peut-être plus large, et lorsqu'on va dans l'exploitation, on est vraiment dans un phénomène qui est plus spécifique. Donc, évidemment, lorsqu'on parle de maltraitance, c'est-à-dire si vous parlez, par exemple, de négligence, si vous parlez de situation où une personne n'a pas eu les bons services, il ne s'agit pas nécessairement d'exploitation, mais il va s'agir d'une situation de maltraitance. Et dans le cas de maltraitance, la commission ne pourrait peut-être pas toujours intervenir. Chose importante à retenir, c'est que dans les deux cas, qu'on parle de personnes âgées ou handicapées, les personnes sont protégées.
et sont couverts. Donc, évidemment, que ce soit la loi visant à lutter contre la maltraitance ou, évidemment, la Charte des droits, il existe une protection qui protège les personnes âgées et handicapées. Et il y a une mention qui est peut-être importante à faire, c'est vraiment la notion de vulnérabilité qui doit s'adjoindre au concept de personnes âgées ou handicapées. Je pense que la meilleure chose pour expliquer qu'est-ce que peut être l'exploitation au sens de la charte, je me réfère à un cas récent d'exploitation, c'est-à-dire que suivi le cheminement régulier, normal d'une dénonciation qui a été fait à la commission et qui a été traité d'un bout à l'autre et qui s'est rendu ultimement au tribunal des droits de la personne. Et je ferai la distinction parce que c'est important de comprendre que la commission n'est pas un tribunal, mais elle peut faire enquête et inscrire éventuellement un recours au tribunal des droits de la personne. L'idée, c'est jamais de judiciariser, mais parfois, dans certains cas, c'est utile, il faut le faire. Et là, dans le cas ici, et j'ai volontairement pris cet exemple-là, parce qu'on parle évidemment d'un cas d'exploitation, mais d'un couple de personnes handicapées vulnérables. Donc, et là, je reviens parce que je remets vraiment l'emphase parce que la question de la vulnérabilité est vraiment centrale dans le recours et dans la compréhension que la commission et dans l'analyse que la commission va faire d'une dénonciation qu'elle recevrait pour exploitation. Donc, dans le cas de cette histoire, si on parle d'un cas de personnes handicapées vulnérables, donc c'était un couple de la Gaspésie. Handicap, bon, on parle évidemment peut-être d'une déficience intellectuelle légère, mais un couple qui était quand même relativement autonome avec un peu l'aide de services sociaux et qui naviguaient de petits emplois en petits emplois, mais qui voulaient et souhaitaient avoir leur propre autonomie et qui avaient peut-être un petit peu de la difficulté, on peut dire, à gérer leurs choses et se sont liés d'amitié avec un couple. Et le couple en question, de fil en aiguille, s'est aperçu un peu de l'impossibilité de ce couple-là de peut-être gérer certains de ces aspects de sa vie. Et ce couple-là, en fait, a offert de l'aide. Et en offrant cette aide-là à ce couple-là, parce qu'évidemment, ce qu'on souhaite et ce que le couple handicapé souhaitait, c'était d'avoir leur propre indépendance. Et évidemment, là, cette indépendance-là relevait peut-être un peu, dans quelque sorte, de l'aide qu'ils allaient recevoir de l'autre couple. Et tranquillement, comment cette relation-là s'est définie, c'est que l'autre couple a vraiment commencé à profiter de la vulnérabilité du couple de personnes handicapées qui avaient besoin de cette aide-là. Donc, tranquillement, s'est développée une relation de dépendance, c'est-à-dire du couple de personnes handicapées envers l'autre couple qui les aidait. Et tranquillement, l'autre couple s'est retrouvé un peu dans un rapport de force parce que tranquillement, on avait le contrôle des finances. On les avait un peu, évidemment, amenés à peut-être signer certains papiers. On leur expliquait des trucs de finances. On disait, vous ne pouvez pas comprendre ça, c'est trop compliqué pour vous. Donc, nous, on va s'en occuper. Et de fil en aiguille, on a vraiment pris le contrôle et à la fois des finances et à la fois aussi du couple. Et on a vraiment commencé à ce qu'on dit et le couple a commencé à profiter de sa position de force pour exiger notamment de l'argent, pour leur demander, évidemment, il dit, ben, écoutez, si vous voulez qu'on vous rende service, vous allez nous rendre service. Donc, on leur demande, ben, vous allez faire de l'entretien ménager, du déneigement. Écoutez, il y a eu diverses choses qui ont été faites. Et tranquillement, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, le couple était rendu complètement dépendant et c'est allé encore plus loin. Et là, c'est important de le mentionner, c'est que l'homme du couple en question a profité de sa position de force pour tranquillement, évidemment, exiger des faveurs sexuelles de la personne, évidemment, de l'autre couple, personne handicapée. Et évidemment, l'autre personne était un peu dépendante et disait oui parce qu'elle avait peur d'une fois, il y avait la position de force, et aussi pour éventuellement avoir de l'argent, ce qui est devenu évidemment une relation complètement malsaine et une relation d'exploitation. Et c'est ce cas-là qui a été reconnu par les tribunaux et pour lequel, évidemment, les gens ont été évidemment condamnés ultimement
a versé 91 000 dont 63 000 en dommages moraux aux victimes. Bon, le montant, je veux dire, c'est un peu, je ne veux pas dire que c'est anecdotique, c'est quand même majeur, mais c'est-à-dire derrière tout ça, c'est que finalement, on a reconnu que le couple s'était fait exploiter. Et dans ce cas ici, ce qu'on reprend, c'est vraiment 3 critères qui font en sorte, qui nous permettent en fait de déterminer qu'est-ce que l'exploitation au sens de la charte. Donc, quand on parlait de la maltraitance, j'en ai parlé tantôt, on parlait évidemment de ce que c'était comme en matière, évidemment, ce que ça pouvait représenter. Mais lorsqu'on a de l'exploitation, c'est beaucoup plus spécifique. Et là, on parle vraiment d'une mise à profit, c'est-à-dire qu'on veut profiter de notre position de force, et pour profiter de la personne qui est vulnérable devant nous. Donc, les 3 critères, on dit mise à profit d'une position de force au détriment d'intérêts plus vulnérables. Et je pense qu'il faut revenir au concept même de faire attention, mais ce que le mot dit, en fait, exploitation, c'est vraiment le fait de profiter. Et le fait de profiter justement du fait que l'autre personne, en quelque sorte, qui est vulnérable, n'est peut-être pas aussi en mesure de se défendre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on tombe dans ce qui est le concept d'exploitation au sens de la Charte des droits et libertés. Ce qui est majeur derrière tout ça, puis je dis majeur, ce qui est central en fait au cœur de l'exploitation, puis je l'ai répété et je le répète encore, mais c'est vraiment la question de la vulnérabilité et comment qu'elle se décline cette question-là. C'est dit, ben, même qu'une personne apte, même si légalement, là, on a toujours le droit de s'exprimer, on peut se prononcer sur des situations et on le souhaite, ça doit être au cœur de nos interventions. Une personne vulnérable, souvent, n'est pas en mesure de pleinement se défendre parce que souvent, j'y reviendrai, mais que ce soit au niveau de notre environnement social, de notre condition physique, du contexte, en fait, va nous empêcher de se défendre adéquatement et ça nous rend en quelque sorte vulnérables. Une des choses qu'on voit souvent au niveau de la vulnérabilité, c'est le fait de dépendre des services d'une autre personne. C'est-à-dire, dans notre quotidien, il arrive peut-être un moment dans notre vie ou un épisode durant notre vie parce que, évidemment, notre vulnérabilité, elle peut être permanente, mais elle peut être épisodique aussi, où on a besoin de l'aide des autres pour compenser certaines choses qui, normalement, on serait en mesure de faire. Et à partir de ce moment-là, ça nous rend, quelque sorte, dépendants d'une autre personne. Et ça place cette personne-là dans une position de force. C'est ça qu'il faut retenir lorsqu'on parle d'exploitation. Et toute la question, évidemment, là, on en parle, hein, la question, si on s'en va, l'exploitation est souvent intrafamiliale. Donc, la question du lien affectif, la question de l'environnement social vont toujours être des facteurs à considérer dans les facteurs de vulnérabilité. On peut présenter, je ne vais pas nécessairement m'attarder longuement et je pense que vous pourrez y revenir sur les différents critères de vulnérabilité qui peuvent exister, mais évidemment, je vous dirais le plus commun et ce qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment, si on parle chez une personne aînée et même chez une personne handicapée, c'est toute la question, en fait, je veux dire, peut-être du déclin cognitif, des déficits cognitifs qui font en sorte que, évidemment, on n'a pas toute la capacité pour se défendre adéquatement. Et je vous dirais, dans la majorité des cas qu'on reçoit, on ne parle pas de gens inaptes, là. On s'entend, c'est-à-dire qu'on est avec des gens qui ont encore la capacité de décider pour eux, de s'exprimer, mais qui, à cause de début d'une maladie, souvent liée à des pertes cognitives, n'est plus nécessairement en mesure de se défendre adéquatement. Mais il y a d'autres choses qu'on peut prendre aussi, hein, le fait de la santé mentale, le fait de vivre, par exemple, une période de deuil, tout ce qu'on parle de la fragilité psychologique. Aussi reconnaître que toutes les formes de dépendance peuvent nous rendre aussi vulnérables. Et lorsqu'on parle, la charte, elle a été écrite en 1976, vous savez, mais lorsqu'on parle de handicap au sens de la charte, il faut avoir une vision très large et d'interprétation qu'on peut en faire. Et la question de la dépendance peut être aussi un handicap reconnu au sens de la charte et peut aussi nous rendre vulnérables. Et c'est important d'en tenir compte.
Évidemment, nos caractéristiques personnelles vont avoir un impact sur la vulnérabilité. Et le contexte va beaucoup influencer ça. C'est-à-dire, vous savez, si vous vivez, par exemple, vous vivez seul, mais vous avez un voisinage très actif, vous vivez à côté d'une commission de santé, à côté des services sociaux, évidemment, vous avez toute cette proximité-là. Bien évidemment, votre vulnérabilité ne sera pas la même si vous êtes complètement isolé et vous dépendez d'une personne, d'une seule, et vous n'avez pas accès à rien d'autre sans cette personne-là. Donc, même si vous avez le même déficit cognitif, cette personne-là placée dans deux environnements différents va être, évidemment, la vulnérabilité ne va pas se mesurer de la même façon. Chose qui est importante, je pense aussi à mettre de l'avant, c'est toute la question des droits fondamentaux. Vous savez, on a dans la charte, ben oui, c'est beau, il existe une protection contre, évidemment, pour protéger les gens contre l'exploitation, mais la façon dont on doit regarder cette protection-là doit être faite aussi au regard des droits fondamentaux. C'est-à-dire que si, évidemment, d'un côté, on veut, en tant que bonne personne, il n'y a personne qui, si vous êtes intervenante, si vous êtes intervenant, voulez évidemment mettre fin à une situation de maltraitance, mais ça ne doit pas se faire au détriment des droits de la victime. Et ça, c'est important de rappeler que dans la Charte, il existe des droits fondamentaux et que notre intervention devrait souvent être centrée justement en visant et en souhaitant le plus possible faire respecter les droits de la personne qu'on veut en quelque sorte protéger. Et je fais attention quand je dis protéger, évidemment, la protection doit généralement pas se faire contre la volonté de la personne qui serait la victime là, dans les circonstances. Donc, ça revient à certains principes qu'on parle du droit à la sûreté, le droit à l'intégrité et un concept important qui est le droit à la liberté de sa personne, c'est-à-dire le droit de choisir. Et ça, c'est important. Dans le cadre d'une intervention, vous savez, on arrive et souvent, on va avoir notre propre vision de ce qui serait bon pour cette personne-là. Mais il faut savoir aussi qu'est-ce que cette personne-là, elle veut et qu'est-ce qui, normalement, elle voudrait. Et il faut faire attention. Et ça, c'est toute la question de l'autodétermination. Et là, je fais attention parce qu'évidemment, dans ce contexte, ça peut faire une autre interprétation. Mais là, en fait, c'est le droit de choisir en quelque sorte. C'est-à-dire, on est un individu, on a des droits, mais on a encore le droit de choisir. Et ça devrait toujours être mentionné. On devrait toujours en tenir compte lorsqu'on intervient dans une situation d'exploitation et même aussi de maltraitance. Je rappelle derrière tout ça, évidemment, toute la question de la dignité. Qu'on parle d'exploitation, qu'on parle de maltraitance, la sauvegarde de sa dignité, écoutez, c'est ça, on pourrait en parler longuement, mais évidemment, c'est le droit d'être traité humainement. Donc, c'est important de le remettre de l'avant, on l'oublie souvent. À travers tout ça aussi, des choses de base, le respect de sa vie privée, le droit à la jouissance et à la libre disposition de ses biens. On arrive dans certains litiges parfois et vous savez que quand on arrive dans un litige, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on n'est pas satisfait de ce que la personne voulait donner alors qu'elle voulait le donner. Juste vous rappeler, évidemment, que le concept, le droit à la jouissance et à la libre disposition de ses biens, ben, vous avez le droit, évidemment, de faire ce que vous voulez, en quelque sorte, avec vos avoirs, tant que c'est vous qui en décidez. On dit que la demeure aussi est inviolable et il y a tout évidemment la question du droit au respect du secret professionnel. Je passe très brièvement, on pourra y revenir. Évidemment, peut-être pas oublier, évidemment, vous avez tout le concept de la discrimination. La discrimination est interdite en vertu de la Charte des droits et libertés. Mais rappelez que la maltraitance peut exister aussi par discrimination. Et là, les gens, c'est pas, ça crée une confusion, mais par exemple, si on refuse de vous donner un service à cause de votre âge ou à cause de votre handicap ou à cause de votre origine ethnique, en soi, oui, c'est une situation de maltraitance, mais c'est aussi une situation de discrimination et le recours serait possible aussi à la Commission des droits de la personne. Et là, c'est là que ça me rappelle à vous dire, bien là, concrètement, comme intervenant, bien, quel est le rôle, quel est le recours à la commission. Nous,
un peu, je veux dire, en matière d'enquête, et là, c'est important de le spécifier parmi nos mandats, ce qui touche l'enquête pour nous, on peut enquêter les dossiers de discrimination et les dossiers d'exploitation de personnes âgées ou handicapées. Dans les cas de discrimination, ce qu'on souhaite, c'est évidemment, c'est que la personne qui a été discriminée puisse nous signer une plainte, mais dans les cas d'exploitation particulièrement, on peut recevoir des dénonciations. Et là, c'est important de le mentionner. Si le principe même de l'article 48 là, de l'exploitation, c'est de dire, bien, si une personne vulnérable n'est pas en mesure de se défendre, ben, c'est un peu illogique en quelque sorte qu'elle soit en mesure de signer elle-même sa plainte. Elle a le droit et on veut l'encourager. Il faut la mettre au centre de tout ça parce qu'elle a des droits fondamentaux. Mais évidemment, il y a une disposition dans la Charte qui fait en sorte qu'on peut dénoncer ce genre de situation-là. C'est-à-dire, si vous êtes, que ce soit un proche, que ce soit un intervenant, nous, ce qu'on reçoit souvent à la commission aussi, c'est, vous savez, l'exploitation financière étant très, ce qui est souvent le plus largement dénoncé. Et il est quand même très courant qu'on reçoive des dénonciations de banques, de caisses qui nous rapportent des situations, évidemment, de retraits anormaux, par exemple, dans des comptes. Et ils le font, évidemment, parce qu'ils estiment que la personne n'est justement pas en mesure de se défendre. Leur client n'est pas, leur cliente n'est pas en mesure de se défendre. Autour de tout ça, c'est-à-dire, ben, c'est quoi les principes qui orientent les actions de la commission lorsqu'on reçoit une dénonciation en matière d'exploitation? Ben, première des choses, ce qu'on veut, c'est toujours de mettre au centre de tout ça la volonté puis l'autonomie de la victime. Ce qu'on souhaite, c'est obtenir son consentement en tenant compte du contexte. Et là, on fait attention, on sait très bien, des fois, dans plusieurs situations, c'est intrafamilial, aller chercher le consentement d'une personne alors que la présumée abuseuse, abuseur est dans l'environnement immédiat, c'est très complexe. On en tient compte, on le sait que c'est difficile. Et ça, c'est souvent un travail d'équipe. Hein? Écoutez, la commission, elle a en quelque sorte un rôle plus administratif. Elle a quand même la sensibilité, mais le travail sur le terrain va se faire souvent par une collaboration avec les intervenantes et les intervenants qui vont être les premiers à pouvoir justement dépeindre le contexte et nous aider peut-être à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Évidemment, cette intervention-là doit se faire en compte des droits fondamentaux de la personne, évidemment, qui est victime d'exploitation. Et nous, ce qu'on recherche avant tout, tantôt, je vous ai présenté un cas qui avait été judiciarisé. Je vous dirais, il n'y a pas beaucoup de cas qui sont judiciarisés en exploitation pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, bien évidemment, c'est que le processus judiciaire, on ne va pas se le cacher, est quand même difficile pour une personne vulnérable, pour une personne âgée ou handicapée. Ça peut être un processus qui peut être lourd, pour lequel, évidemment, parfois, il faut l'utiliser, il faut faire valoir ses droits peut-être de cette façon-là. Mais le premier objectif en général, que ce soit en maltraitance ou en exploitation, c'est de trouver une solution pour mettre fin à la situation, trouver une forme de réparation. Et là, quand je parle de réparation, je ne parle pas nécessairement d'argent, mais c'est-à-dire de voir, évidemment, avec les ressources en place, qu'est-ce qui peut être mis pour réparer et s'assurer que la personne ne soit plus victime de maltraitance ou d'exploitation. Et je vais le répéter, on va le répéter, évidemment, dans toutes les situations de maltraitance et d'exploitation, ce sont des situations très complexes qui sont analysées au cas par cas. Il ne faut jamais oublier qu'il faut mettre la victime au centre de tout ça. Et en mettant la victime au centre de tout ça, ce qu'on veut avec elle, c'est chercher des solutions qui vont respecter son environnement et ce qu'elle souhaite aussi et ce qu'elle devrait avoir. Hein. Et c'est toujours, je vous dirais, un équilibre à aller chercher entre le respect des droits de cette personne-là et le droit d'être protégé contre, évidemment, l'exploitation ou, évidemment, contre toute forme de maltraitance. Et cet équilibre-là, c'est pas un travail, ce n'est pas la commission qui va trancher où est cet équilibre-là, ça va être vraiment un travail de collaboration avec les acteurs en place. Qu'est-ce que va faire je l'ai déjà abordé, j'ai peut-être déjà un peu vendu le punch,
Mais ce que peut faire la Commission des droits de la personne lorsqu'elle reçoit une plainte signée, bien évidemment, dans le continuum normal, la première des choses, bien, nous, ce qu'on doit faire, c'est évaluer si le dossier, évidemment, relève de notre compétence, si elle rentre, évidemment, dans tout ce qui touche nos pouvoirs d'enquête. Évidemment, si le dossier ne touche pas notre compétence, mais on est en train d'atteindre les droits fondamentaux d'une personne, on n'a pas le levier légal pour agir, ce n'est pas un dossier qu'on va laisser tomber. On va minimalement s'assurer que les personnes qui en tiennent lieu soient avisées d'une telle situation. Donc, ça serait le minimum, évidemment, si on se rend compte que la commission ne peut pas agir. Et ultimement, si ça rentre, et là, on se dit, ben là, écoutez, attendez, on est peut-être dans une situation d'exploitation. On a peut-être des raisons de craindre, évidemment, qu'il y ait un préjudice important qui soit subi par la victime. Donc, dans ce contexte-là, on peut collaborer avec les partenaires pour mettre fin à la situation. Et je reviens sur ce mot-là. Oui, collaborer, je le mentionne souvent, c'est important de comprendre aussi le respect de la vie privée et du secret professionnel. Évidemment, collaborer pour nous, on ne va pas dévoiler ce qu'on a pu recueillir en enquête. C'est important de comprendre que la commission a des pouvoirs d'enquête, donc elle peut obtenir, contrairement à plusieurs autres institutions, et c'est là que ça devient un peu le cœur de notre action. Faut pas, c'est pas le cœur de notre action, mais le pouvoir d'enquête, le fait de pouvoir aller chercher des éléments de preuve légalement, c'est-à-dire d'avoir accès, par exemple, aux archives médicales, d'avoir accès aux relevés bancaires. La commission, dans un cas d'exploitation, est la seule à pouvoir avoir accès à cette information-là. Et souvent, ce qui fait en sorte que dans les cas d'exploitation, on va en quelque sorte des fois faire la lumière là, sur certaines situations qui semblaient des fois peut-être un peu nébuleuses. Et une fois qu'on a fait un peu la lumière, bien, on va chercher des solutions en tenant compte évidemment de la réalité de la victime. Peut-être certaines choses, je veux dire, certaines limites là, dans le cadre d'une enquête. Bon, bien qu'on a le mandat de voir au respect des droits contenus dans la charte, nos pouvoirs d'enquête se limitent vraiment à ce qui touche l'exploitation ou la discrimination. Souvent, les gens nous dénoncent des situations de négligence et tout ce qui touche évidemment la négligence, la maltraitance. On n'a peut-être pas toujours, évidemment, compétence pour ce genre de situation-là. Et là, vous me dites, ben là, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, je ne sais pas, un proche aidant qui est complètement épuisé ou qui ne donne pas les soins adéquats à une personne, est-ce que ça constitue de la maltraitance ou de la négligence? Oui. Est-ce que ça constitue de l'exploitation au sens de la charte? Non. Ce qui, à ce moment-là, évidemment, et il ne faut pas oublier que la commission n'ajouterait pas nécessairement beaucoup plus à intervenir dans ce genre de situation-là, quoique des fois, ça pourrait être le cas aussi. Évidemment, la question du consentement, on en parle beaucoup. Bien là, est-ce que la commission peut agir sans le consentement d'une personne? Le principe, oui. C'est un peu le principe de l'article 48. De toute façon, mais la personne qui est en mesure de s'exprimer et qui peut évidemment agir pour elle-même et qui s'oppose, par exemple, à l'intervention de tout le monde, que ce soit des intervenants ou des gens, ça serait compliqué pour nous d'agir et d'aller beaucoup plus loin, évidemment, si la personne s'y oppose. Et là, il faut bien comprendre, on le sait souvent, les situations qui deviennent complexes, c'est parce qu'on est avec des victimes qui s'opposent à l'intervention, qui ne veulent pas, évidemment, nécessairement recevoir d'aide. Et c'est là que ça devient extrêmement compliqué. Il faut savoir que dans cette situation-là, nous, ce qu'on dit souvent, ben, écoutez, à un moment donné, c'est pas qu'on veut tordre un bras, là. Je ne vais pas prendre une mauvaise expression, mais le consentement, c'est quelque chose qui est peut-être à travailler avec le temps. Et il faut faire attention quand on veut obtenir un consentement, ce n'est pas pour aller contre la volonté de la personne, mais c'est pour peut-être aussi l'amener à reprendre un peu le pouvoir sur sa vie et sur certaines décisions qu'elle pourrait prendre pour l'amener en quelque sorte à mettre fin à la situation qu'elle est en train de vivre. Mais évidemment, quelqu'un qui s'oppose puis qui vraiment est en mesure de s'opposer, c'est un peu difficile d'aller contre, évidemment, son consentement. Et dernière chose, ben, la commission n'est pas un tribunal.
La commission a des pouvoirs d'enquête, peut enquêter, mais ne peut pas sanctionner ou ordonner des mesures correctives. Ça, c'est un tribunal qui va le faire. Nous, dans notre cas, on peut s'adresser au tribunal des droits de la personne ou éventuellement, des fois, exceptionnellement, à la Cour supérieure, là, peu importe. Mais ce n'est pas la commission qui va l'ordonner, évidemment. Ça va venir d'un cadre plus haut, ça va venir d'un tribunal généralement. Qui peut porter plainte, dénoncer? Écoutez, je pourrais vous faire une longue liste, mais en gros, lorsqu'on est dans un cas d'exploitation, bien évidemment, tout le monde, en quelque sorte, peut dénoncer. Moi, je vous dirais, ce qu'on reçoit souvent, ce sont les gens de première ligne, donc les gens qui sont sur le terrain, qui font de l'accompagnement, tout ce qui est au niveau du soutien à domicile, les visites quotidiennes. Ce sont des gens qui vont souvent dénoncer des situations parce qu'ils sont témoins parfois de gestes, parfois d'une situation qui semble particulièrement difficile pour la personne, qu'elle soit aînée ou handicapée. Donc, je pourrais faire une longue liste, mais derrière tout ça, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y a quelque part, si vous êtes témoin de ce qui vous apparaît comme une situation d'exploitation, vous êtes resté de dénoncer. Toutefois, il faut faire attention, évidemment, il ne suffit pas juste non plus de nous appeler. Il ne suffit pas juste non plus de dire, écoutez, je pense qu'une situation d'exploitation, c'est sûr que ça va quand même nous prendre certains éléments de base pour pouvoir agir et intervenir là, dans un cas d'exploitation. Donc, évidemment, on veut essayer de savoir derrière tout ça, attendez, est-ce qu'on est avec une personne qui est vulnérable? Nous, c'est la première question qu'on va se poser. Et je vous expliquais un peu précédemment ce qu'était la vulnérabilité, de la façon dont nous, on allait analyser cette vulnérabilité-là. Évidemment, ça va nous prendre certains éléments d'ordre factuel, donc le nom, les coordonnées. Est-ce que vous avez une idée de fait, de geste? Bref, ce que ça nous prend, c'est le début, en fait, le début de ce qui apparaît étant une situation d'exploitation pour nous permettre d'agir. La façon concrète dont on peut dénoncer, évidemment, il existe, et là, éventuellement, je pourrais peut-être aussi le compléter et envoyer l'information qui pourrait être ajoutée au webinaire. Mais à travers notre site web, il y a toujours tout le volet électronique. Donc, il existe un formulaire de dénonciation, de plainte en ligne. Évidemment, vous pouvez appeler pour faire la dénonciation. Je dirais la plupart des dénonciations qu'on reçoit sont souvent par courriel dans lesquelles on va nous décrire une situation. On le sait, c'est peut-être pas toujours évident, dépendamment du contexte. Autrement, vous pouvez contacter la commission, leur expliquer évidemment que vous voulez dénoncer une situation. Et un peu comme je l'ai expliqué précédemment, évidemment, ça va suivre son cours et on va voir à partir de ce moment-là de quelle façon nous, on peut se positionner et qu'est-ce qu'on pourrait faire ou pas dans la situation. Donc, j'arrive, j'ai beaucoup d'informations en peu de temps. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi. Ce que je souhaitais avant tout, le premier objectif, c'était juste de vraiment faire un tour d'horizon. On s'entend souvent ce que ça va susciter comme question de présentation comme ça. C'est que là, on commence à regarder dans le cas par cas. Et là, j'y reviens. Et évidemment, dans chacune des situations, et lorsque je fais ce genre de présentation-là aussi, vous auriez probablement chacun d'entre vous, peut-être des faits, des situations que vous avez déjà vues et qui est là qu'ils vont faire à ta minute. Dans telle situation, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que j'aurais pu appeler la commission? Qu'est-ce que la commission aurait pu faire? Moi, je vous dis tout le temps, c'est avant tout souvent du cas par cas. Le plus important derrière tout ça, c'est que si on est témoin, là, que ce soit, peu importe, là, que ce soit la commission ou un autre organisme, et on en parlera peut-être un peu après, je pense que Julie pourra intervenir, c'est de ne pas laisser aller cette situation-là. C'est toujours une atteinte à la dignité, il faut agir. Et quand je dis agir,
c'est pas d'intervenir, on s'entend, on n'arrive pas avec on n'arrive pas là, puis on fait une prise en charge de la personne, c'est pas ça. Mais c'est de s'assurer, en tout cas au cœur de tout ça, je reviens aux droits fondamentaux, puis je reviens à la dignité de la personne qui est là. Et ce qu'il faut garder en tête derrière tout ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer que cette personne-là, évidemment, soit traitée et puisse avoir, évidemment, le total respect de sa dignité comme être humain, là. C'est pas parce qu'on est vulnérable, évidemment, que cette dignité-là doit disparaître. Et c'est un peu ça qu'on recherche derrière tout ça. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Bonjour, merci Alexandre. Bonjour tout le monde. Merci à tous d'être présents. D'entrée de jeu, je me présente, Julie Bernier, chef d'équipe au niveau du secteur du développement social à la Commission de la santé. Je suis ici ce matin en remplacement de notre collègue que plusieurs d'entre vous connaissez, Maude Ostigui-Lauzon. Qui a quitté la commission là, à titre de conseillère au mieux-être des personnes aînées. Donc, je la remplace. Je vais vous donner l'information. À la commission, nous sommes en processus là, bien sûr de combler son poste. Alors, entre-temps, nous serons disponibles, je serai disponible avec l'équipe pour répondre aussi là, si vous avez des questions après le webinaire de ce matin. Donc, je ne prends pas plus de temps. Je vais partager tout de suite le petit PowerPoint que l'on a préparé ici. Et c'est toujours le petit côté plus stressant. Alors, juste m'aviser, Alexandre, si jamais on ne voit pas comme il faut. Donc, est-ce que c'est partagé? Oui, non, partagé on voit pas comme ça. Et voilà. Parfait. Excellent, alors, merci. Donc, bon, le sujet, on a commencé à en faire le tour quand même. Alors, moi, je vais, comme Alexandre l'a présenté là, dès le départ, je vais m'attarder beaucoup plus au niveau des services que nous pouvons, là, à la Commission de la santé, offrir en termes là, de prévention de la maltraitance au niveau des personnes aînées, des personnes vulnérables. Petit rappel tout rapide que la maltraitance là, peut être intentionnelle ou non et peut se présenter sous différentes formes. Alors, Monsieur Germain, là, Monsieur Royer l'a bien mentionné, là, des fois, là, même non intentionnel, on peut peut-être par manque de temps ou d'énergie ou toutes sortes de choses, on peut poser là, sans vraiment le vouloir des gestes de maltraitance. Au niveau organisationnel, des fois, hein, on ne pense pas à mettre en place certains services ou on n'a pas les ressources pour mettre les services en place. Donc, ça peut être là, un petit peu plus difficile. Et ce qui est important, c'est que les types de maltraitance ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, on peut retrouver, comme dans l'exemple de Germain, qui était vraiment de l'exploitation, mais différentes formes de maltraitance qui peuvent là, se côtoyer ensemble dans un cas. Alors, c'est vraiment important d'y être attentif et dans tout ça, chacun peut jouer son rôle. Vous êtes là comme intervenant, il y a plusieurs autres personnes et on doit toujours se poser là, la question là, sur quelle différence on veut faire. On peut mettre en place au sein de nos communautés un continuum au niveau de services. On peut mettre en place des activités de repérage, d'aller s'assurer d'être présent auprès de nos personnes plus vulnérables, un petit coucou, des gestes de bienveillance, de s'assurer d'un appel, d'une visite pour vraiment là, être en mesure de bien identifier les différentes sources de maltraitance qui pourraient avoir, dont nos membres pourraient être victimes. À la commission, comment on peut vous aider? Bien, il y a des formations qui vous sont offertes.
dont la formation, ce n'est pas correct en contexte des Premières Nations au Québec. Donc, plusieurs communautés ont déjà fait appel à Maude afin d'obtenir cette formation-là. Elle est encore disponible. Elle se fait de façon virtuelle. Donc, c'est une formation qui permet de repérer, d'identifier quelles sont les sources de maltraitance. Quand on parle d'agisme, c'est quoi? Comment ça se fait dans le concret? La formation RIA, qui est repérer, intervenir et accompagner une personne aînée victime de maltraitance, va venir vous soutenir dans les outils à mettre en place au sein de votre communauté, au sein de vos services, pour vraiment pouvoir accompagner les gens qui seraient victimes de maltraitance. Ces deux formations-là sont disponibles toujours en anglais et en français. Vous pouvez nous contacter. On organise avec vous selon les disponibilités de vos intervenants, les disponibilités au calendrier pour nous ici. C'est sur appel, c'est vraiment là, sur demande, pas sur appel, mais sur demande. Vous êtes en mesure, là, c'est gratuit. Donc, après ça, il vient un soutien aussi. Donc, on est capable de vous soutenir, vous référer à différentes ressources pour la mise en place, vous aider pour la mise en place du continuum ou des différentes actions que vous voulez faire. Et un des autres partenaires avec qui à qui on peut vous référer, outre la Commission des droits de la personne, c'est la Ligue Abus Aînés, qui, depuis plusieurs années, fait un grand travail auprès des aînés victimes de maltraitance. Vous pouvez les contacter 7 jours sur 7, de 8 heures à 8 heures, donc de 8 à 20 heures. La Ligue Abus Aînés, sur leur site Internet, que vous avez là, sur le diaporama ici, a aussi une section propre aux Premières Nations. Donc, ils ont vraiment des ressources qui sont en mesure de bien vous référer selon la communauté, selon le besoin que vous avez. Ils sont sensibilisés à la réalité qu'on peut vivre dans les communautés. M. Royer l'a mentionné tout à l'heure, la proximité, qu'est-ce qu'on fait quand la personne qui maltraite est quelqu'un d'un membre de la famille et tout ça. Donc, les intervenants de la Ligue Abus Aînés sont vraiment sur place pour vous guider dans les différentes démarches. Donc, ils sont là aussi une belle source d'information et de soutien. Alors, Alexandre, je pense que j'ai rattrapé notre petit délai.